Notre voyage aérien en Suisse débutera au nord de Montreux, dans la petite ville médiévale de Romont. Un peu plus à l'est, dans les montagnes, nous découvrirons la Chartreuse de la Val-Sainte, un monastère très ancien. Nous redescendrons vers les rives du lac Léman et la ville de Montreux, célèbre dans le monde entier pour son prestigieux festival de jazz. Nous visiterons ensuite la station de ski de Verbier, dans les montagnes. En poursuivant vers l'est, nous survolerons l'école spectaculaire du canton du Valais, avant un bref passage en Italie du Nord. De retour en Suisse, nous ferons escale dans les villes de Locarno et d'Ascona, sur les rives du lac Majeur. Nous terminerons notre voyage sur les îles de Brissago, avec leur jardin botanique surprenant au centre du lac. Perchée sur une colline de la Suisse romande, voici la jolie petite ville médiévale de Romont. Son nom est une abréviation de Rotundo Monte, qui signifie montagne ronde, et décrit la colline aux pentes douces sur laquelle elle se dresse. La ville est célèbre pour ses magnifiques vitraux anciens, qui ornent ses vieilles églises en pierre. Pendant tout le Moyen-Âge, Romont passe d'une maison royale à l'autre. Elle finit par se ranger du côté de la République helvétique, première manifestation d'une Suisse unifiée. Les fortifications, les rues et les monuments sont magnifiquement préservés. Ils sont inscrits à l'inventaire des sites construits qu'il faut protéger pour leur importance historique. Plus à l'est, dans les montagnes, se cache le dernier monastère chartreux actif de Suisse, la Chartreuse de la Val-Sainte. Les membres de l'ordre des Chartreux vivent en communauté, coupés du reste du monde. Les moines passent le plus clair de leur temps dans leur quartier, à méditer, prier et écrire. Toujours plus à l'est, voici le château de Gruyère. Il surplombe la petite ville médiévale du même nom. La construction du château commence au XIe siècle. Il est destiné à protéger les habitants de la vallée. Jusqu'au XVIe siècle, la ville prospère. 19 comtes et leurs familles occupent le château au fil des années. Le dernier comte connaît des difficultés financières en 1554 et le château tombe aux mains des créanciers. Au XIXe siècle, il est racheté par les familles Bovy et Ballan qui en font leur résidence d'été. En 1938, il est vendu à l'État de Fribourg. Le château et ses jardins sont désormais ouverts au public. La richesse du village vient de l'agriculture, et notamment du fromage de Gruyère, réputé dans le monde entier. Les touristes viennent nombreux, mais le village conserve son atmosphère paisible et pittoresque pour ses 1500 habitants permanents. Malgré le poids de la tradition, Gruyère a accueilli des personnalités avant-gardistes, comme Hans Giger, le plasticien et designer suisse à l'origine de la créature d'Alien. Un musée exposant la plus importante de ses collections lui est consacré depuis peu. Vers le sud, au-delà des montagnes, la ville de Montreux s'étend sur les rives du lac Léman. La frontière entre la France et la Suisse traverse le lac en son centre. C'est notamment pour cela que Montreux est devenu un carrefour culturel important. La ville est surtout connue pour son festival de jazz annuel. Il est créé dans les années 60, mais devient mondialement célèbre grâce à la chanson de Deep Purple, Smoke on the Water. Elle raconte comment Frank Zappa a mis le feu au casino de Montreux en plein concert.
Aujourd'hui, la ville accueille 200 000 visiteurs chaque année et une multitude d'artistes internationaux. Ce funiculaire dessert la ville. Une voiture descend tandis que l'autre monte, ce qui maintient en permanence l'équilibre du mécanisme. C'est un moyen efficace et peu gourmand en énergie de prendre de l'altitude en un temps record, ce qui est fort utile dans ces villes de montagne. Le funiculaire permet aux passagers d'accéder rapidement à de magnifiques alpages en fleurs au printemps et à des pistes enneigées en hiver. Sur la rive nord du lac Léman, l'autoroute 9 est une route de montagne spectaculaire, comme il en existe de nombreuses en Suisse. Cette autoroute est un bel exemple des difficultés techniques rencontrées par les ingénieurs pour respecter la beauté naturelle de ces montagnes. Le réseau ferré, étendu à travers les Alpes, est sans doute encore plus spectaculaire que les routes suisses. Il fonctionne selon une organisation très efficace. Presque toutes les liaisons sont synchronisées pour que les trains en correspondance arrivent à intervalles précis. Ainsi, les passagers ont rarement à attendre pour changer de train. Le réseau est si ponctuel que l'on pourrait régler sa montre sur les horaires de train. Le superbe château de Chillon domine la rive est du lac Léman. Cette forteresse médiévale est constituée à l'origine de plusieurs bâtiments séparés, fusionnés au fil des siècles. Elle reste longtemps aux mains de la maison de Savoie qui la transforme considérablement au XIIIe siècle. Le château est pris plusieurs fois au cours de son histoire, mais sans jamais porter atteinte à l'intégrité du bâtiment. Il est resté presque intact. Au fil de son existence, il séduit de nombreux artistes, poètes et philosophes. Au XIXe siècle, les poètes Lord Byron et Percy Shelley traversent le lac Léman pour le visiter. Suite à sa visite, Lord Byron écrit Le prisonnier de Chillon. Son poème s'inspire de l'histoire d'un gentilhomme emprisonné au château pour ses convictions. Plus récemment, lors d'une visite du château après un concert donné au Festival de Montreux, Freddie Mercury qualifie le lieu de petit paradis. À l'est du lac Léman s'étend la région la plus montagneuse de Suisse. Des petits villages pittoresques se nichent au fond des vallées. Quand les moyens de transport modernes n'existaient pas, ces petites communautés agricoles n'étaient pas reliées entre elles. Elles n'étaient parfois séparées que par quelques kilomètres, mais ne communiquaient pas entre elles en raison de dialectes trop différents. Ces montagnes offrent parmi les plus belles descentes hors piste du monde. La poudreuse qui recouvre ces pics et ces vallées en hiver attire les amateurs de glisse du monde entier. La station de ski la plus célèbre de Suisse se trouve ici. Il s'agit de Verbier. Au début du siècle, ce village n'est alors composé que de quelques cabanes. Son économie repose exclusivement sur la production laitière et l'élevage, comme nombre de petits villages de la région. Puis, en 1925, un groupe de montagnards découvre le site et son potentiel exceptionnel. Un petit complexe hôtelier est rapidement construit. Le succès n'est pas immédiat. À la fin des années 50, l'hôtel ne compte encore que 3 employés. Il faut attendre les années 70 et le développement mondial de l'industrie du ski pour que le village gagne en notoriété. Aujourd'hui, c'est une station de sport d'hiver prisée. Sa population atteint près de 40 000 habitants en haute saison.
Les faibles précipitations, l'eau de source abondante et le soleil généreux font de ces vallées un lieu propice à la culture de la vigne. La production de vin est une activité importante en Suisse depuis des siècles. Sa réussite est largement due aux techniques d'irrigation élaborées il y a longtemps et constamment améliorées. Les bis, ces petits canaux qui zèbrent les pentes des montagnes, fournissent à la vigne la quantité d'eau idéale. Les cours d'eau de ces vallées et montagnes font tous partie du bassin du Rhône. 5% de toute l'eau douce du continent européen coule en Suisse, ce qui lui vaut d'être souvent surnommé le château d'eau de l'Europe. Vallée plus loin, voici Sion, l'une des plus anciennes villes du pays. Des vestiges néolithiques découverts ici indiquent que des hommes y cultivaient déjà la terre il y a plus de 6000 ans. C'est ensuite devenu un poste commercial important pendant l'époque romaine. La ville est flanquée de 2 fortifications qui se dressent sur des pitons rocheux sculptés par les glaciers lors de la dernière glaciation. En premier plan, la basilique de Valère est la mieux entretenue des deux et la plus célèbre. Cette église est construite à la demande de l'évêque de Sion au IVe siècle, lorsque la ville est désignée premier diocèse catholique de Suisse. En raison de cette relation étroite avec l'autorité chrétienne romaine, les évêques de Sion obtiennent la souveraineté presque totale de leur ville. Aujourd'hui, la basilique de Valère abrite l'orgue le plus ancien au monde encore jouable, sans doute construit vers 1430. Sur la colline opposée se dresse le château de Tourbillon, ou du moins ses ruines. Cette forteresse aux larges remparts et aux nombreuses tours a longtemps repoussé les envahisseurs. Avec son histoire tumultueuse, le château de Tourbillon porte bien son nom. Construit au XIIIe siècle, il sert tout d'abord de résidence aux évêques de Sion, avant d'être endommagé lors de leurs nombreux conflits avec la maison de Savoie. Ensuite, le château est partiellement incendié en 1417 pendant les guerres de Rarogne, puis il est reconstruit. En 1788, un autre incendie le détruit, cette fois entièrement. Pendant plusieurs années, les pierres sont récupérées pour reconstruire plusieurs monuments de la ville, jusqu'à ce que les ruines soient officiellement déclarées monuments historiques. À l'ouest de Sion, des sportifs se pressent pour pratiquer leur discipline dans un décor spectaculaire. À 1500 mètres d'altitude, au-dessus de la vallée du Rhône, voici le golf club de Cran-sur-Sierre. Le golf est pratiqué ici depuis 1906, simplement comme un loisir, car avant la Première Guerre mondiale, il est presque exclusivement réservé à la noblesse britannique. Ce golf club ne prend de l'ampleur qu'en 1939, lorsqu'il accueille le premier tournoi des European Masters. Il y a une vingtaine d'années, le lieu connaît un nouvel essor, quand Severiano Ballesteros, la vedette espagnole du golf, est chargé de le redessiner. Aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux terrains de golf au monde. Le canton du Valais abrite parmi les montagnes les plus escarpées de Suisse. Elle pose des difficultés uniques aux constructeurs et ingénieurs qui doivent rivaliser d'ingéniosité pour les surmonter. Ils ont notamment construit ces 2 ponts qui franchissent l'un des nombreux ravins de la région. Il a été creusé par l'eau au fil des millénaires sur environ 800 mètres de profondeur. Le vieux pont en pierre et le pont routier adjacent illustrent à merveille comment les Suisses parviennent à mêler habilement passé et présent.
Les Alpes couvrent plus de la moitié du pays. Alors les ingénieurs suisses sont devenus des spécialistes du transport en montagne. Les tunnels sont leur point fort. Le premier est creusé en 1708 et une grande partie des Alpes est aujourd'hui traversée par des tunnels routiers. À l'origine, les villages suisses étaient tous à plusieurs semaines de marche et inaccessibles la majeure partie de l'année. Mais aujourd'hui, presque aucun hameau, même isolé, n'est à plus d'un jour de train. À l'est, les montagnes sont encore plus imposantes. Le canton du Valais compte au moins 47 sommets de plus de 4000 mètres. C'est ici que commence le cœur des Alpes suisses. La région semble peu habitée. Pourtant, des villages perchés se cachent ici et là entre les sapins. Déjà à l'époque médiévale, la traversée des Alpes joue un rôle stratégique et commercial important. Mais le tourisme alpin à grande échelle ne se développe que dans les années 1850, quand des montagnards britanniques entreprennent d'escalader ces sommets. Le col du Simplon est l'un des célèbres points de traversée des Alpes. La route située à 2005 mètres d'altitude offre une vue vertigineuse sur la vallée. Le sentier du col est emprunté depuis des siècles. Le premier récit de voyage date du XVIIe siècle. Il est écrit par un grand marchand et entrepreneur suisse qui importait et exportait du sel par le col du Simplon. Mais ce n'est qu'au début du XIXe siècle, quand Napoléon ordonne la construction d'une route, que le passage du col devient accessible à tous. L'armée napoléonienne l'emprunte alors pour transporter des canons et de l'artillerie en Italie. Aujourd'hui, le col est ouvert aux piétons et aux véhicules. Et grâce à des protections anti-avalanche renforcées, la route est ouverte toute l'année. La vallée du Simplon s'étend en contrebas. À l'approche de l'Italie, le climat devient de plus en plus méditerranéen. Si près de la frontière, l'allemand cède la place à l'italien, qui est la première langue pratiquée dans la région. Les communautés du canton du Valais vivent surtout de l'élevage de bétail et de la culture maraîchère. Les abricots et les poires qui poussent dans les vergers sont les premiers ingrédients des célèbres eaux-de-vie de la région. Au-delà du col du Zwischbergen commence le Piémont et l'Italie. Ici, des habitations se cachent dans les lieux les plus improbables. Des villages pittoresques se nichent dans les vallées piémontaises, comme celui-ci, appelé Rassa, où les voitures sont interdites. La population est un mélange éclectique de descendants de protestants persécutés et de hippies venus s'y installer dans les années 60. La petite ville de Craveggia tient son nom d'un mot italien qui signifie pâturage à chèvres. Ces 750 habitants vivent presque tous dans des anciennes fermes en pierre, coiffées d'une grande cheminée. La pierre de taille et le fer forgé composent la plupart des maisons, qui sont parfois habitées par la même famille depuis des générations. La population de religion chrétienne prône une vie simple et honnête, avec pour devise « Ne crains rien si tu fais le bien ». Quelques vallées plus bas, voici le village de Ray. Au XVe siècle, ce petit village tranquille devient le site d'un miracle reconnu par l'Église catholique, quand une fresque de la Vierge, frappée par une pierre, se met à saigner. Ce complexe imposant, le sanctuaire de la Madonna del Sangue,
est construit autour de la fresque ensanglantée. C'est depuis un lieu de pèlerinage fréquenté. La vallée verdoyante de Vigezzo est frontalière avec la Suisse, et notamment avec le somptueux lac Majeur. Long de 65 km, ce lac constitue une partie de la frontière entre l'Italie et la Suisse. Il se situe à moins de 200 mètres d'altitude, et c'est l'un des points les plus bas du pays. Les Suisses, désireux de fuir la fraîcheur des montagnes, en font leur destination estivale. Les villes et jardins s'étendent au pied des Alpes et créent une atmosphère qui attire les artistes et les intellectuels depuis des siècles. À la pointe sud du lac Majeur, la ville de Locarno compte 15 000 habitants, tous de langue italienne. C'est une ville importante depuis l'époque romaine. Au milieu du XXe siècle, plus d'une cinquantaine de sépultures romaines sont découvertes sous ces rues. Elle confirme pour la première fois que des inhumations et des crémations sont survenues à la même époque. Comme beaucoup de villes suisses, Locarno a été longtemps un bastion de l'Église catholique, avant d'être intégré à la Confédération suisse après les guerres napoléoniennes. Non loin de là, voici la ville d'Ascona. Elle se situe à 196 mètres d'altitude, et c'est la ville la plus basse de Suisse. En plus d'être elle aussi prisée pour son festival de jazz, Ascona a la réputation d'être un lieu de pensée révolutionnaire. Au début du XXe siècle, un groupe d'idéalistes fonde une communauté prospère qui rejette les conventions en faveur d'une relation plus étroite avec la nature. Bien que la communauté ait disparu depuis longtemps, cette tradition de pensée radicale perdure à Ascona, à travers des séminaires organisés par les universités de Zurich et de Lucerne. Au centre du lac Majeur, les îles de Brissago accueillent des jardins botaniques. Ces îles ont un climat subtropical et contrastent avec les sommets enneigés en arrière-plan. Les plantes exotiques sur la plus petite des deux îles, Saint-Apollinaire, poussent sans retenue. L'île voisine, Saint-Pancrace, est la seule qui soit accessible au public. Elle est plus grande et plus cultivée. Elle a servi de refuge aux premiers chrétiens persécutés. Dans les années 1880, une baronne y crée des jardins subtropicaux. Elle invite des peintres, des musiciens et des écrivains à venir s'inspirer de ce lieu enchanteur. Des sculptures en pierre et même des termes romains sont ajoutés pour embellir les jardins. Dans les années 50, l'île est récupérée comme bien public et elle est ouverte aux visiteurs. Des plantes méditerranéennes, asiatiques, australiennes et africaines poussent ainsi au centre du lac Majeur. Cette variété inattendue est à l'image de la Suisse, un pays d'une étonnante richesse et d'une exceptionnelle diversité.